Donc, chers amis, chers collègues et amis de Playada, je vous souhaite la bienvenue lors de notre conférence invitée. Cette fois-ci, nous avons la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Václav Rapak de l'Université Jagellonne à Cracovie, qui va nous parler des modernités. Et donc, je remercie vivement Monsieur Rapak d'avoir accepté notre invitation et je donne la parole à notre collègue, euh, Madame la professeure Jakubczuk, pour qu'elle présente euh, Monsieur Rapak, ses acquis et ses intérêts scientifiques. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous présenter Monsieur le professeur Václav Rapak, qui est professeur titulaire à l'Institut de philologie romane de l'Université Jagellonne depuis plus de 40 ans, comme il m'a dit. Ses domaines d'intérêt se concentrent principalement sur la littérature française moderne et contemporaine. Au fil des années, il a développé un intérêt marqué pour la théorie littéraire et la méthodologie des recherches littéraires. Il est auteur de plusieurs livres portant sur des figures majeures telles que Maurice Blanchot ou Henri Michaud. Il consacre également une partie de son temps aux traductions de la langue française. Il souligne que depuis plus de 20 ans, la réflexion théorique et méthodologique s'articule autour de l'intertextualité et de l'intersémiotique, suscitant ainsi son vif intérêt pour les arts, notamment la peinture, les arts plastiques et la musique. Aujourd'hui, il va nous parler, il a intitulé sa conférence « Quelques remarques sur les modernités ». Voilà, monsieur le professeur, à vous la parole. Merci. Un grand merci pour une telle présentation. Un grand merci pour vous tous d'être là. C'est un plaisir et un honneur. Comme je viens de dire au départ, dans cette partie, dans les coulisses, le vieux professeur qui va parler de la modernité. Voilà le paradoxe. Le paradoxe est apparent et la notion que je voudrais bien développer en 40 minutes, c'est celle de la modernité. Et si vous me le permettez, d'abord, ce résumé que j'ai présenté au départ à la présidente de notre association, notamment, j'ai écrit, mon propos est de tourner autour d'une question qui m'intéresse depuis longtemps, c'est bien dit, et qui est celle de la démodernité, je souligne, dont celle que Zygmunt Bauman nomme la modernité. Il n'est pas possible d'en parler, pas de point de référence. C'est une ou la tradition qui, dans mes cours et communication, revient à dire les tendances réalistes, aussi bien dans la lettre, spécialement dans la poésie épique, appelée à présent genre épique, par ailleurs appellation à définir, plutôt même à redéfinir. Un autre point de référence constitue pour moi les arts plastiques. Si pour moi un centre de gravité existe, c'est la révolution que marque le 19e siècle dans les lettres, les arts, les sciences humaines, tout court, qui inaugure les modernités littéraires, picturales, artistiques. Je ne sais pas si c'est dans les usages de nos rencontres, mais permettez-moi de commencer euh, par deux poésies. D'abord, le fragment qui m'avait frappé il y a longtemps, si mon souvenir est bon, c'est l'ouvrage de Jean Fabre, consacré à la modernité du XVIIIe siècle, où il était bien question d'un épigraphe, et là, la citation de Charles Baudelaire, de ses poèmes, petits poèmes en prose, où Baudelaire a bien eu l'idée de dire, c'est la fin du poème, et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? Les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Et puis je trouvais, veuillez bien m'excuser, mais
notre prix le Nobel de littérature, elle aussi a consacré un poème aux nuages. Et tout ceci pour dire la paradoxalité de la notion de modernité que je voudrais bien développer dans la suite. Szymborska, nuages. Si je décidais d'écrire les nuages, je devrais faire à la hâte. Après une infime seconde, ils ne sont déjà plus les mêmes, deviennent autres. Leur propriété est de ne jamais reproduire les mêmes formes, teintes, poses, ni dispositions. Rien ne pèse dans leur mémoire. Ils planent sans peine sur les faits. Quel témoin font-ils s'ils se dispersent rapidement en tous sens? Pareil aux nuages, la vie semble bien ancrée, solide, peu s'en faut, presque éternelle. À côté des nuages, même la pierre prend l'air d'un frère. À qui l'on peut se fier, tandis que les nuages, oh, des cousines éloignées, voilà. Que les gens vivent, veulent, ensuite, font tous mourir. Les nuages, eux, n'ont aucun rapport avec tous ces faits très étranges. Au-dessus de toute la vie, et la mienne, inachevée encore, de leur air majestueux, ils paradent comme ils paradaient. Et ils ne se sont pas obligés de disparaître avec nous. Ils n'ont pas besoin de regarder pour l'aller. Et pourquoi ces deux extraits, ou plutôt un extrait est le poème dans sa totalité, que j'ai eu l'occasion de lire il y a des années, et je l'ai retrouvé maintenant au moment de préparer cette conférence, pas un cours magistral, mais une conférence. Tout d'abord, tout ceci pour dire que si les nuages restent l'emblème des modernités de la modernité, c'est que cette notion même est relative, extrêmement relative. Et cette relativité, c'est le fait que chacun peut définir cette notion-là et même cette catégorie-là selon ses besoins d'abord et selon les nécessités que pose la, euh, le moment. C'est ceci qui m'a beaucoup inquiété d'abord parce que la faute à Michaud, je l'ai dit au départ, parce que c'est son œuvre qui m'a permis de découvrir pas mal de questions qui se posent. Je saisis cette opportunité pour dire que parmi les questions qui se sont posées, qui se posent toujours, il y a celle du sujet. Saisir cette opportunité pour dire que avec l'accord de, de la Pléiada ou de Pléiada, Cracovie, les deux universités ont décidé de proposer pour l'année prochaine, pour le novembre prochain, une conférence ou plutôt un colloque sur cette question, la question du sujet. Et cette question est très importante pour mon poète, si je peux dire ainsi. Certains protestent si je dis mon poète, mais c'est une grande et longue aventure qui avait commencé au moment de mes études. Et je pense que si j'ai quelques connaissances, si j'ai quelques idées sur la littérature, c'est d'abord grâce à lui, grâce à son œuvre qui, Renata l'a bien dit il y a quelques instants, notamment, ce n'est pas seulement la poésie qui, elle-même, pose tant de problèmes jusqu'aujourd'hui, mais aussi la peinture, les dessins, tout ce que je trouve et tout ce que je dis moderne dans tous les sens possibles. Relatif, bien évidemment, hein, et c'est ainsi que mon aventure, si c'est une aventure, avait bien commencé. Le problème du sujet, c'est le problème de dans
proposition que l'on est en train de faire l'université de la commission de l'éducation nationale, l'université de Chalon, ce n'est pas le sujet en tant que thème ou motif, mais le sujet dans le sens de celui qui parle. Et je pense qu'il y a une longue évolution à mettre en évidence, que l'on connaît sans aucun doute cette évolution. Bien évidemment, c'est une simplification abusive qui nous mène d'un état hypothétique, bien évidemment. Cet état hypothétique, c'est un moment où, au Moyen Âge, l'on était plutôt du côté du sujet ou des sujets collectifs que des sujets individuels. Et une étape que, pour mes étudiants et dans mes recherches, je trouve important pour cette évolution, celle de celui qui parle et celui qui philosophe, et celui qui voyage, et celui que je pourrais. C'est bien évidemment Descartes, et c'est Descartes qui, pour moi, constitue un certain point de départ, et ce cartésianisme, je le trouve d'une importance capitale. Excusez-moi, important pour toute l'évolution qui va s'en suivre, mais aussi pour ce moment que je dis, que je redis, important, très, très important, notamment le 19e siècle. Si pendant longtemps je me présentais, je disais toujours, voilà, je suis 20e. Hein. C'est bien vrai que mon point de départ, c'est le 20e siècle. Néanmoins, le hasard qui fait bien souvent, pas toujours, les choses, j'ai découvert, grâce à Michaud, le 19e siècle. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais étudié le 19e siècle. Cela veut dire que le 19e siècle, redécouvert, m'a permis de revoir non seulement les origines de la poésie ou de la littérature, mais aussi des arts plastiques qui, depuis un certain temps, jouent énormément dans mes propos. D'abord, poésie. Si on dit poésie, bien évidemment, on remonte à l'Antiquité. De nouveau, une surprise et une redécouverte, notamment cette Antiquité, s'avérait importante pour moi pour nombre de raisons. La toute première, je reviens au sujet, à la question du sujet, notamment depuis la poétique d'Aristote, on en sait pas mal de choses. Et ce qui est important pour nous qui ayons de l'intérêt pour les lettres, il faut bien dire d'abord que la poésie, jusqu'au 19e siècle, on le sait, signifiait toute la littérature. On sait très bien aussi que le terme littérature, d'après ce que j'ai vu étudier, n'est apparu au XVIIIe siècle sous la plume de Goethe, que seulement au XIXe siècle, même à l'époque romantique, déjà en France, mais en Allemagne, cette poésie a commencé à signifier ce que nous avons bien cru pendant longtemps comme axiome à ne pas dépasser. Cet axiome, c'est bien évidemment les poètes qui se disaient dramatiques, qui se disaient épiques, qui se disaient seulement au XIXe siècle. Et je pense que, on le sait, c'est à ce moment-là, au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle la poésie lyrique a eu quelques points d'ancrage ou quelques bases qui semblaient pendant longtemps solides. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y avait quelqu'un qui a bouleversé l'ordre des choses, même si je ne veux pas dire que la poésie lyrique n'existe plus. Non, elle existe toujours. Je pense que les formes qui ont bien changé. Mais je tiens à dire que ce moment décisif pour ce que
je voudrais bien vous dire pendant cette matinée qui a quelques instants a été à Cracovie encore ensoleillé, c'est que Baudelaire, c'est quelqu'un qui redécouvert, je veux dire, redécouvert, et c'est redécouverte, c'est tout d'abord les poèmes en prose. Ensuite, le peintre de la vie moderne, là, on trouve des définitions de la modernité et je dois dire que je suis fidèle à ces définitions, cette définition baudelairienne. Le troisième moment, est bien évidemment, euh, et c'est ce que je répète à mes étudiants, le moment où Baudelaire, quel paradoxe, euh, constitue d'un point de vue, on le sait, l'apogée de la poésie traditionnelle, et ensuite cette révolution dont Kristeva a beaucoup parlé il y a de longues décennies déjà. Qu'est-ce que c'est que le peintre de la vie moderne? Quel enseignement pour moi et pour mes étudiants dans la suite, c'est que j'ai appris la relativité de cette définition et en même temps une certaine modernité que cette définition cache. C'est le premier point. Cette modernité à laquelle je pense, c'est la remise en question, et j'en parle souvent, de ce qui était traditionnel, notamment cette triple identité du sujet, je reviens, et notamment cette triade qui fait partie de la philosophie et plus précisément de l'esthétique. Et qu'est-ce que c'est que ce changement qui s'opère? D'abord, la poésie cesse de signifier seulement la poésie lyrique, c'est le premier point. Puis, cette remise en question de la triple unité platonicienne, c'est c'est ce qu'on associe à Baudelaire, notamment cette nouvelle esthétique, ces nouvelles esthétiques, notamment l'esthétique de la laideur et l'esthétique du choc. Elle est forte. Je ne me perdais pas dans les excursions. Je suis métaphoriquement voyageur comme nous tous. Et notamment, ce que je voulais bien dire, c'est que une découverte vraiment, je n'y ai jamais avant pensé à l'enfance comme l'un des emblèmes de la modernité, de cette modernité qu'on associe à Baudelaire, mais je pense aussi aux autres modernités. Puis il y a dans le peintre de la vie moderne, on le sait, il y a cette autre métaphore, notamment la métaphore du convalescent. Puis il y a la troisième métaphore, celle du cosmopolite qui est voyageur. Et je pense que là, on trouve, dans un petit essai, on trouve pas mal de pistes de recherche d'abord, mais de pistes d'une ou des révolutions qui continuent. Je tiens à dire encore, comme si c'était un cours à l'adresse des étudiants, mais je le trouve important. Notamment, je pense non seulement au XIXe siècle, mais ce qui précédait le XIXe siècle. Et je pense à cette modernité où il y a bien évidemment quelqu'un dont le nom m'échappe, notamment celui qui, à la fin du XIXe siècle, du XVIe siècle, a bien remis en question cette, cette valeur absolue de la vérité. Et je pense que cela m'a. Je trouve dans mes notes, mais je ne trouve pas. C'est l'auteur des contes, c'est un penseur qu'on associe plutôt au récit de fait que
à la philosophie, mais quelqu'un qui a eu, après Bacon, cette idée de dire que la vérité est la fille de son temps. C'est une relativisation. Je pense que cette relativisation vaut pour les deux poésies que je me suis permis de citer, cet éternel voyage des nuages et en même temps cette idée de la relativité. On imagine mal actuellement la révolution que c'est et on imagine mal que cette révolution a beaucoup contribué au développement de cette révolution, c'est aussi toujours Baudelaire, vous bien m'excuser, c'est toujours Baudelaire à qui on doit, euh, on le sait, notamment le poème en prose. Derrière, il y a des phénomènes qu'on enseigne certainement à nos étudiants. D'abord, j'ai dit en même moment l'apogée de la poésie traditionnelle, régulière et tout ce qu'on veut, et ensuite, il y a cette nouvelle catégorie, notamment les poèmes. Et je ne cache pas, je vous fais des confessions, je ne cache pas que derrière, il y a aussi Michaud, et que ce Michaud auquel je pense, c'est le Michaud, auteur de poèmes. Mais avant de le dire, c'est ce que je note régulièrement. D'abord, je sais parce que j'ai étudié la question du poème en prose et je sais que même si je dis l'importance de Baudelaire pour l'évolution du poème en prose, la chose classique, pour ne pas dire banale, qu'avant, en France, le poème en prose signifiait autre chose, qu'avant Baudelaire, il y avait Aloysius Bertrand, à qui l'on doit aussi cette nouvelle conception, non seulement du poème en prose, la nouvelle conception de, de livres, du livre poétique. C'est dans les manuels même qu'on trouve cette citation à Aloysius Bertrand qui demande dans sa lettre aux éditeurs de ne pas changer la typographie de ces manuscrits. C'est important pour nombre de raisons. J'espère que j'arriverai à le mettre en évidence. Le poème en prose, la découverte et la confession, c'est tardif, je dois dire. L'ouvrage date de 1958. C'est l'ouvrage de Suzanne Bernard. Et à ma grande surprise, vraiment, je m'attendais à un gros volume, c'est vraiment un gros volume, où l'on trouve des informations, des théorisations sur le poème en prose, l'historique. Tandis que, voilà la confession, j'ai trouvé là beaucoup d'allusions à un certain plume. Un certain plume, voilà. J'ai dit dans les coulisses, avant le début de notre rencontre, que je prépare une communication pour Bruxelles et que, cadre d'un poème, d'un colloque consacré au poème en prose, puis le poème en prose jusqu'au slam, j'ai l'intention de parler d'un certain plume. Un certain plume, je l'ai depuis longtemps, une année ou même plus sur le chantier, parce que la troisième étude que je voudrais bien consacrer à Henri Michaud, je voudrais bien la consacrer en totalité à ce texte, c'est-à-dire à cette série de 13 ou 14 textes qui forment un cercle. Qu'est-ce que j'ai découvert? Chez Suzanne Bernard, j'ai découvert ce qui m'a beaucoup surpris, il faut bien dire, que d'abord, une satisfaction, c'était mon intuition. Suzanne Bernard a bien trouvé
dans un certain plume, dans cette série de textes, de micro-récits, de récits, on veut, elle a découvert les éléments du poème en prose. J'hésitais pendant longtemps. Michel revient. J'hésitais longtemps pour dire que un certain plume, c'est un recueil de poèmes en prose. Puis, j'hésitais encore, et j'hésite toujours, à accepter ce que, dans son étude, excellente étude, Suzanne Bernardi, parce qu'elle ne dit pas seulement qu'un certain plume est un poème en prose, à accepter, à développer ce que je fais, mais elle dit que toute la, euh, toute l'œuvre poétique, littéraire de Michaud, ce sont des poèmes en prose. Je doute, mais je ne développe pas. C'est une piste intéressante. Intéressante, je peux le dire maintenant. D'abord parce que, euh, je l'ai dit au départ, j'hésite toujours, euh, comme beaucoup de spécialistes de cette œuvre, pour dire voilà ce que c'est que cette œuvre, cette œuvre imposante que la poésie ou l'œuvre poétique. On accepte depuis longtemps, depuis 45, le fait qu'on dit, je pense même que André Gide, en 41, a eu cette idée de dire, soit de mieux, dire que cette œuvre est poétique. Et ça continue euh, jusqu'à nos jours. Les plus grands spécialistes de Michaud répètent ou se servent de cette catégorie de poésie, même si, je dois dire, et voilà une recherche à continuer. J'ai des ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire que on a des problèmes de définition. Et ces problèmes de définition, si je vous parle si je vous fais quelques remarques sur la modernité, c'est bien ceci. L'on dit, l'on accepte de dire pour Michaud, mais non seulement pour Michaud, que c'est de la poésie, que nous avons affaire à la poésie. J'ai des doutes, je partage ce doute avec vous. Le problème m'inquiète vraiment pour trouver une étiquette, si vous voulez, pour cette œuvre. Que dire encore? Mes inspirations. Je voudrais bien vous parler un tout petit peu de mes petites découvertes. Je le dis en toute modestie, mais tout avant, je voudrais bien dire que je devais le faire au départ. Qu'est-ce que je comprends par la tradition? Et ma référence depuis longtemps, c'est, pour simplifier les choses, mais c'est un grand problème. Barbara Scarga, grande philosophe qui n'est plus, elle a bien dit que si l'on veut bien voir et résumer pour besoin didactique, mais non seulement didactique, ce que c'est que la tradition, c'est bien évidemment ce qu'elle dit, elle elle les appelle impératifs. Et il y a trois impératifs, notamment perfection, unité et totalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour moi? Excusez, c'est pas hiérarchisé. Cela veut dire que si l'on dit modernité, l'on est dans un autre pôle. Je ne dis pas dans les contraires, mais dans un autre pôle de démodernité, où la perfection ou l'unité, celle du sujet et celle de la totalité, n'ont plus de prise. Et c'est vrai avec toutes les conséquences. Un petit exemple que je développe, pour moi, bien évidemment, si l'on n'est plus dans la perfection, si l'on n'est plus dans l'unité, si l'on n'est plus dans la totalité, l'on est d'abord dans cette catégorie du poème en prose. Je me hasarderais à dire que le poème en prose et sa modernité, c'est le fait que les auteurs des poèmes en prose et par conséquent des poètes ne cherchent plus la perfection, ne cherchent plus
l'unité, ne cherche plus la totalité. Peut-être me trompais-je, mais c'est une hypothèse, et cette hypothèse, je suis fidèle à elle. Puis, c'est ainsi que c'est ma troisième partie, mon troisième développement général. Notamment, je pense aussi, à partir de cette tradition, à ce que Renata l'a bien dit, mes intérêts, la conséquence de mes intérêts portés à Michaud. On sait très bien, même si je répète, poésie, poète, est-il poète? Qu'est-ce que cela signifie? Je dois dire que la découverte aussi, grâce à Michaud, c'est la peinture. Et c'est cette œuvre qui m'a forcé à chercher aussi du côté de la modernité de la peinture. J'ai trouvé toutes les aventures de côté, les anecdotes de côté. C'est bien cette découverte d'abord de la peinture de Michaud. Entre parenthèses, on a eu la chance d'avoir une grande exposition de peinture et dessin de Michaud à Cracovie en 2018. C'était une exposition faite au musée d'art de technique d'art japonais. Et c'est à cette occasion-là que j'ai connu un Espagnol, francisé jusqu'au bout, un grand connaisseur de la poésie de Michaud. Et l'honneur que j'ai eu, c'est de participer à cette exposition, à l'ouverture de cette exposition, et même l'honneur de prendre. Mais qu'est-ce que je veux dire? Michaud constitue comment dire, les activités artistiques, picturales de Michaud, ses dessins et ses peintures, constituent une étape de l'évolution de la peinture, tout court. C'est mon esprit à moi, je cherche à comprendre. Pour pouvoir comprendre cette partie de la création de Michaud, je me suis dit, j'ai dû me poser des questions. Et de nouveau, la modernité, la recherche de la modernité. Et cette recherche de la modernité m'a amené à bien voir l'importance de l'impressionnisme. Vous voyez, je bifurque dans toutes les directions possibles. Ce que je répète à mes étudiants depuis longtemps, je leur montre les reproductions des grandes peintures impressionnistes. Qu'est-ce que c'est que l'impressionnisme? L'impressionnisme m'a permis de comprendre, un aveu, m'a permis de comprendre que, contrairement à ce que je pensais auparavant, ce n'est pas la littérature, même si je ne nie pas le rôle de Baudelaire, ni de Flaubert, voilà un autre chapitre. Mais c'est un moment bien précis dans l'histoire de lettres françaises, notamment, peut-être me trompais-je, hein, je dirais que toute cette grande aventure avait bien commencé en 1950, 1850, je sais, certainement. Notamment, c'est bien le moment décisif pour Paris, c'est le moment décisif pour la France, mais c'est le moment décisif pour les arts plastiques. Qu'est-ce que j'ai en vue? D'abord, l'exposition universelle qui avait lieu en 1855, si je ne me trompe pas, à Paris. Et je note, c'est ce que je dis et je répète à mes étudiants, mes chers, veuillez bien vous rappeler que en 1857, c'est bien la publication des Fleurs du Mal. C'est ce que je leur répète, bien évidemment, c'est que la même année, la publication de Madame Bovary, et bien évidemment, tout ce qui semble anecdotique, ce qui n'est pas anecdotique. Si je ne perds pas le fil de ma présentation, je dirais que c'est aussi un moment où cette nouvelle esthétique est en train de naître
Qu'est-ce que c'est? Encore un élément. J'ai découvert peut-être un petit élément. J'ai étudié un tout petit peu pour voir et pour dire à mes étudiants que pendant cette exposition universelle, entre parenthèses, les expositions universelles à Paris avaient leur poids plusieurs fois après, c'est que dans le pavillon japonais, il y avait l'exposition des peintures japonaises. Et sans être spécialiste, je sais que pour certains de cette époque-là, ça devait avoir une importance. C'était certainement une découverte. La découverte d'une nouvelle peinture, la découverte des couleurs, la découverte d'une nouvelle logique de la représentation, de la représentation qui n'était plus fidèle à la réalité. Je retrouve mon antiquité et le réalisme. Il d'en parler, mais peut-être ne le faut-il pas. Cela veut dire cette idée omniprésente aussi bien à l'Antiquité, mais aussi bien dans la suite, cette idée vraie pour le poème en prose, vraie pour la poésie, pour la littérature tout court, même si le terme n'existait pas, mais aussi vraie pour la peinture. Mon point de départ, c'est la peinture médiévale. Je montre à mes étudiants quelques reproductions de, de Giotto, parce que je trouve, je suis là, bien évidemment, les enseignements de Jacques Le Goff, que là, c'est bien le début, non seulement d'une, d'un réalisme natural, fresque, mais aussi les peintures de Giotto, mais l'idée là, reprise bien évidemment de l'Antiquité, l'idée que là, il y a quand même une volonté de reproduire la réalité, d'imiter la réalité. Je pense n'est pas trop compliqué, mais j'ajoute compléter Giotto, mais toute la peinture médiévale, c'est ce que j'appelle les tendances réalistes, ont leur importance dans le fait que là, avec l'apparition du, euh, du réalisme, on a ce passage important, de première importance, notamment de, de la poétique allégorique et de la poétique symbolique ou symboliste, jusqu'à cette conception nouvelle de la reproduction, de l'imitation de la réalité. On retrouve bien évidemment la mimésis en tant que catégorie, remise en question au XIXe siècle. C'est pour cette raison que, pour moi, dans mes recherches, ce XIXe siècle est très important. Une seconde. Je reviens donc, j'ai l'impression de compliquer, mais je retrouve l'impressionnisme, le moment que dit d'importance capitale, cette exposition universelle, puis cette recherche dans la peinture qui va continuer, qui allait continuer. Et je note à mes étudiants, parce qu'on le sait, mais je note pour qu'ils voient très bien la paradoxalité et la relativité des mouvements littéraires. On dit romantisme, voilà le début du romantisme, du symbolisme. Ça n'a pas de sens. Tout est relatif dans mes présentations et cette relativité, c'est le fait que, au même moment que cette exposition universelle, on le sait, euh, on le sait que vient la publication du manifeste du réalisme, Gustave Courbet. Bon. L'impressionnisme n'est pas pour moi, dans mes présentations, un simple courant artistique. Ce courant artistique reste en relation intime, je dirais,
avec tout ce tout ce qui allait se faire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est que d'abord, une nouvelle technique, on le sait très bien. Derrière, au fond, pour dire ainsi, il y a une nouvelle conception du regard de l'artiste sur la réalité. Bien évidemment, le point de vue du peintre reste toujours le même. Il faudra attendre Picasso pour qu'un changement puisse se faire, et radical, plus que moderne. Euh, euh, L'impressionnisme reste toujours le, euh, dans le figuratif, mais ce qui change, c'est le fait, excusez la formule, peut-être maladroite, le fait que les artistes, les peintres impressionnistes, avaient bien compris la nécessité de changer de regard, même si le point de vue reste le même, et de euh, faire passer ce qu'ils voyaient, leur perception, devenant personnelle par le filtre de leur fragilité, de leur sensibilité personnelle. C'est ça, d'après moi, dans mes présentations, le moment décisif pour tout ce qui se va faire. L'impressionnisme n'est donc seulement le nom, l'étiquette d'une simple mouvance littéraire qui continue, on le sait très bien, jusqu'au début du XXe siècle, avec des variantes, le post-impressionnisme et Cézanne qui prépare le terrain pour Picasso. Ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance pour moi, c'est que on a affaire à une vision nouvelle et par conséquent, je simplifie, à une catégorie philosophique nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie nouvelle? Et voilà, l'impressionnisme. L'impressionnisme qui traduit en polonais donnerait wrażeniowość. Et cet impressionnisme pictural d'abord, littéraire ensuite, on a des critiques littéraires et des critiques d'art qui sont impressionnistes. Bon, c'est important. Mais ce qui me semble encore plus important, c'est que je ne dis pas que l'impressionnisme avait préparé le terrain pour la philosophie de la vie. Non. Néanmoins, il y a cette rencontre fortuite entre, d'un côté, les débuts d'une nouvelle vision picturale, d'une nouvelle peinture, et ensuite, il y a bien évidemment, je complique, veuillez excuser, d'une nouvelle conception de la littérature. Je note ou je souligne le Trémont. Le Trémont qui, on le sait, est très important, le surréaliste. Le Trémont qui est d'importance capitale pour le Michaud débutant. Michaud soutient qu'il n'aurait jamais commencé à écrire s'il n'avait pas lu justement Chant de Maldoror. Qu'est-ce que c'est que notre amant? Bien évidemment, c'est une nouvelle conception de la poésie, mais j'analyserai de la même façon, c'est-à-dire d'y voir quelques idées impressionnistes. Puis, je simplifie, néanmoins, cet impressionnisme, là, le symbolisme joue énormément, mais je pense, et ça a été une découverte pour moi, je pense aux grands philosophes allemands d'abord, puis je pense parmi ces grands philosophes allemands, Schleiermacher, qui prépare le terrain pour la suite, pour cette nouvelle conception philosophique, que l'on appelle
la philosophie de la vie, la philosophie de la vie, the Lebensphilosophie. Voilà, je retrouve le terme. Et, je résumerai que cette philosophie de la vie a des conséquences. Pour la France, bien évidemment, notamment parmi ces grands philosophes, il y a Henri Bergson. Voilà un changement qui m'a aussi impressionné, pour dire ainsi. Notamment la philosophie de la vie, et puis beaucoup d'autres philosophes dans la suite, non seulement de cette mouvance philosophique, ont changé d'optique. On n'a plus cette idée de la philosophie, philosophare necess est, de faire des théorèmes, de faire des théories, des traités de philosophie. Hein, après Friedrich Nietzsche, Bergson avait eu cette idée de ne pas faire des, euh, les théories, les théorèmes, les axiomes, mais de faire le discours très proche, c'est très proche de la littérature, de ce qu'on appelle la prose. Et c'est pour cette raison anecdotique, pour cette raison qu'on a bien évidemment le prix Nobel de littérature donné à un philosophe qui avait d'autres textes que les textes philosophiques. C'est ainsi que j'arrive à un moment, cet impressionnisme pris autrement, non seulement une école picturale, mais ce que l'on dit, je le répète, notamment les années 80 du XIXe siècle, un petit texte intitulé Les lauriers sont coupés, un écrivain, Édouard Dujardin, qui avait proposé un texte qu'il a édité lui-même, parce qu'il n'y avait aucune maison d'édition. Peu importe. Ce qui importe, c'est que on a eu cette prose dite à l'époque antique qui était tout à fait différente de ce que l'on faisait à la même époque. Quel paradoxe, de nouveau un paradoxe. C'est l'apogée du naturalisme. Euh, mais je passe. Par contre, le monologue intérieur, c'est bien un moment où la parole littéraire connaît ce que moi j'appelle l'intériorisation, comme on pourrait dire que l'impressionnisme culturel n'est autre que l'intériorisation du point de vue de l'artiste, du peintre, on peut dire que le monologue intérieur révolutionnaire, c'est bien le moment d'une intériorisation de la parole. Et bien évidemment, l'on connaît l'histoire. L'histoire en est que Dujardin n'avait même pas la conscience du caractère révolutionnaire de sa découverte. Mais c'est James Joyce qui connaît l'histoire. Histoire qui a pour fin, pour accent final, le même Édouard Dujardin qui, en 1931, si mon souvenir est bon, publie son essai sur le monologue intérieur. Mais les deux sont, c'est anecdotique mais important, les deux sont parfaitement honnêtes. James Joyce qui reconnaît la dette, alors le fait d'avoir trouvé Édouard Dujardin et son roman, son petit texte, et puis Édouard Dujardin qui, dans le titre de son essai, reconnaît, même dans le titre, il reconnaît que c'est Joyce qui a assuré la postérité au monologue, avec des conséquences, bien évidemment, pour résumer en toute hâte, je dirais qu'on a des continuations. Pour moi, Proust, c'est quelqu'un qui propose sa variante du intérieur. Et pour moi, les nouveaux romanciers proposent
de nouvelles versions variantes ainsi. Et si le temps me le permet encore, je ne pourrais pas ne pas dire l'importance des avant-gardes. Des avant-gardes qui, excusez-moi, des avant-gardes qui, elles, m'ont beaucoup, ont influencé ma conception de la littérature, ou plutôt de la vision de la littérature. Et comme je dis, il y a là cette évolution picturale qui amène des conséquences non seulement picturales, et l'on a bien évidemment cet esprit nouveau, où le fauvisme ou Cézanne montre des, euh, des étapes de cette nouvelle, moderne évolution. Je passe. Ce qui m'intéresse, c'est que à côté du cubisme, qu'est-ce que c'est que le cubisme? C'est une somme de destructions successives. On a le cubisme politique que qu'il faut pas, qu'il est impossible de et je note l'importance d'Apollinaire, c'est scolaire, excusez-moi, puisque au départ, j'ai proposé de vous parler du syncrétisme et de l'éclectisme. Je dirais que si l'on cherche une vision de l'œuvre syncrétique, c'est bien évidemment l'œuvre de Pablo Picasso, bien évidemment. C'est certainement le cubisme synthétique, et puis l'Apollinaire qui, moi, est un exemple justement de syncrétisme. Qu'est-ce que, comment est-ce que j'explique à mes étudiants que la chose ne soit trop complexe? Parce que j'ai préparé des définitions. Qu'est-ce que c'est que, pour moi, ce syncrétisme, comme le poème Zone d'Apollinaire, c'est bien une réalité, cette fois-ci une réalité, la réalité artistique, une réalité, un texte qui ne cherche pas à former un tout cohérent, un tout fermé, un tout clos. Je retrouve donc, par un biais un peu complexe, je retrouve Barbara Scarga, je retrouve cette tradition où perfection, unité et totalité voulait dire pas mal de choses. Voulait dire une réalité ou des réalités, lesquelles pour moi signifient d'abord en premier lieu, dans mes présentations, les, les, euh, les tendances réalistes. Le cubisme met fin, le cubisme poétique met fin à cette conception où il y a justement cet aspect syncrétique. Et je dois dire aussi, mais je ne pourrais pas développer, j'ai pris trop de temps, notamment à l'autre bout, ou comme continuation des tendances syncrétiques d'une modernité, de celle qui a associé à l'évolution de l'impressionnisme, de la pensée impressionniste, de la vision impressionniste. On a bien évidemment la nouvelle conception, notamment ce que Bauman appelle la modernité liquide, ce qui sur, à un certain niveau de généralisation, se met au service de ce qu'on appelle la éclipse. Je ne trouve pas ce que c'est que. Si je dis, et je termine, c'est promis, si je dis que le syncrétisme est une unité qui ne cherche pas à former, c'est une œuvre, c'est un texte, un groupe de textes, un discours, ne cherche pas à retrouver sa perfection, son unité et sa totalité, c'est
excusez la formule, c'est encore pire avec l'éclectisme, parce que là, aucune recherche n'existe. Ça veut dire qu'on a cette acceptation, aussi bien dans l'architecture que dans les lettres, que dans le roman, cette acception de la réalité, de l'œuvre, des œuvres, des textes, ils ne cherchent pas cette unité. J'ai trouvé mes définitions. Tendance artistique fondée sur l'exploitation et la conciliation des styles de passé, particulièrement visuels, et ainsi de suite. Méthode qui en consiste. Qu'est-ce que je comprends? Je ne sais pas, Jonathan. J'ai encore quelques minutes. Bon, quelques minutes, Ah parce que bon? normalement, Normalement, c'est on combien? accorde, Jacek, normalement, on accorde 40 minutes Je t'ai à passé. conférence et puis un peu plus à la discussion. Mais pour D'accord. terminer, bon, Laissons le temps à la discussion. Je vous remercie pour votre attention. Excusez ma rapidité, excusez mon manque de cohésion interne des propos, mais j'ai promis quelques remarques. Je pense que je suis dans la réalité de quelques remarques. Je vous remercie de votre attention.